Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation massive à ce club handicap et emploi du MEDEF 44. Donc ce matin, on va traiter d'un sujet passionnant, c'est l'autisme et l'emploi. Donc pour animer cette séquence, j'ai mon compère Emmanuel Perret, le directeur de la revue Être Handicap. J'espère que vous êtes tous abonnés. Levez la main ceux qui sont abonnés. Bon, on vous a mis des magazines à disposition. Vous pourrez en emmener un et puis après, vous pourrez adhérer si vous le souhaitez. Bon, plus sérieusement, donc ce matin, on a une thématique passionnante. On va dire, un ordre du jour assez dense. Donc, on va commencer par une interview qu'on a fait il y a quelques jours avec Julie Daché, puisqu'elle ne pouvait pas. C'était beaucoup plus simple de faire l'interview un petit peu en amont de cet événement. Ensuite, on a la chance, et vraiment on le remercie d'être parmi nous. On a Jean-François Dufresne, qui est l'ancien DG du groupe Pandros et qui est président de Vivre et Travailler Autrement. C'est vraiment un des précurseurs sur l'autisme, donc on le remercie d'avoir fait le déplacement et puis de nous présenter tout ce qu'il a lancé en France. C'est assez génial, vous verrez. Après, on a une médecin du travail, donc on va pouvoir voir comment la médecine du travail peut accompagner l'intégration de l'autisme en entreprise. Donc c'est Nathalie Gros, qui est médecin du travail chez Airbus, à Bougnay. Et puis on aura aussi un petit témoignage de Jean-François Develay, qui travaille chez EDF, hein, donc c'est le RH. Et en fait, ils sont en train d'expérimenter des choses d'abord en Bretagne, et puis ça y est, ils viennent du côté des Pays de la Loire. On va embrayer ensuite avec Liliane Jean, qu'on ne présente plus, hein, la directrice du pôle inclusion de Passerelle pour l'emploi, qui fait partie du groupe Adapay. Et puis, on finira cette séquence par un petit peu d'innovation. Donc, on a la chance d'avoir Alexia Audrin. Alors, elle est très connue maintenant. Elle a fabriqué du mobilier pour personnes autistes. Et puis, on a Sophie Saka, donc c'est une chercheuse. Donc, on va avoir de la matière grise et elle nous présentera son dispositif robotisme. Voilà, donc un programme assez dense. Ce que je vous propose, on va vous présenter l'interview de Julie Daché, donc 30 minutes avec Julie, qui est docteur en psychologie sociale. Elle est écrivain, elle est blogueuse, elle est militante. Voilà, c'est quelqu'un qui est sur tous les fronts. C'est une vraie militante de l'autisme. Voilà, donc merci en tout cas de votre participation. Je pense que vous pouvez poser des questions directes, on essayera de vous répondre. Donc il y a Geoffrey Royer du MEDEF qui est là pour ça, il va vous répondre. Ce matin, donc sur ce club handicap et emploi, on a vraiment la chance et le privilège d'avoir avec nous Julie Daché. Julie Daché, une Nantaise qu'on ne présente plus, une femme extraordinaire qui a un CV incroyable. Donc elle est docteur en psychologie sociale, elle est conférencière, elle est auteure de 2 ouvrages qu'on vous présentera à la fin, donc La différence invisible et Dans ta bulle. Et puis surtout, c'est une militante pour le droit des personnes autiste et très engagé aussi sur la cause féminine et l'autisme. Voilà, donc un grand merci Julie d'être parmi nous. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, puisqu'on n'a pas ta connaissance, nous expliquer ce qu'est l'autisme? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc la question que tu me poses est loin d'être évidente en fait. Si on s'en tient à la définition, on va dire, clinique, je mets beaucoup de guillemets par rapport à tout ça, l'autisme, c'est une combinaison de différents critères qui vont permettre de poser un diagnostic. C'est-à-dire des difficultés sociales et de communication d'une part, donc par exemple des difficultés à saisir le double sens, l'implicite, les codes sociaux, des difficultés à nouer des relations avec les autres, et aussi des intérêts et comportements répétitifs et restreints d'autre part. C'est-à-dire, par exemple, ces enfants que l'on voit regarder pendant des heures la machine à laver ou que l'on voit aligner des petites voitures. Et à l'âge adulte, ces personnes qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie à une passion qu'on appelle donc un intérêt spécifique, jusqu'à souvent en devenir expert. Donc tout ça, ce sont les critères diagnostiques. Et à cela s'ajoutent aussi des particularités sensorielles
avec souvent une hypo ou une hypersensorialité, et très souvent une hypersensorialité au bruit. C'est-à-dire, par exemple, là, dans une pièce comme celle-ci, on va entendre tout, on va entendre le grésillement des néons, on va entendre bien sûr les voitures dehors, peut-être le frigo, s'il était branché, on l'entendrait bourdonner, enfin voilà, de façon très intense. Donc on peut très vite réaliser à quel point tout ça, ça peut devenir extrêmement envahissant, notamment dans un contexte de travail. Mais peut-être pour prendre un petit peu de recul, on se rend compte que cette définition, elle est déficitaire. C'est-à-dire elle est centrée sur les déficits des personnes. On parle bien de difficultés sociales, de difficultés de communication, et d'ailleurs on dit intérêt restreint au lieu de intérêt spécifique. Moi je préfère intérêt spécifique, c'est moins négatif, alors que l'autisme, ça n'est pas une somme de déficits. L'autisme, c'est un mode de fonctionnement atypique qui comporte aussi des forces. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, bon, effectivement, on comprend un peu mieux ce que c'est. Moi, je suis un peu surpris par les chiffres. Donc, a priori, en France, il y aurait 700 000 personnes qui seraient autistes. Oui, tout à fait. Alors autiste au sens large, parce que du coup, la particularité de l'autisme, c'est son extrême hétérogénéité interindividuelle, c'est-à-dire entre les personnes. Donc il y a des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle associée, qui sont non-verbales, et il y en a d'autres pas, en fait. Donc il y a vraiment tout un tas de nuances, et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'un spectre de l'autisme, hein, parce qu'on comprend bien qu'il y a différentes formes d'autisme. Donc ces 600 000, 700 000 personnes en France, ça comprend toutes ces formes d'autisme. Et effectivement, on part du principe qu'il y a une personne autiste sur 100. D'accord. C'est beaucoup. Alors, on voit, c'est quand même une population très importante statistiquement. Par contre, le diagnostic semble plus limité, puisqu'a priori, on identifierait entre 10 et 20% des gens qui auraient un trouble du syndrome autistique. Alors, je crois quand même que les choses progressent parce que c'est une condition qui est de mieux en mieux connue par les professionnels de santé, par les parents aussi, même par les enseignants, enseignantes qui parfois sont en mesure d'alerter les parents en disant voilà, votre enfant, il a tel et tel comportement, peut-être aller voir un psychiatre, etc., pédopsychiatre, etc. Donc quand même, les choses évoluent, mais bien sûr, il y a encore des progrès à faire sur le repérage et l'âge du diagnostic. Alors, l'autisme, finalement, ça regroupe une situation... ça regroupe des situations extrêmement différentes. Souvent, quand on parle d'autisme, les gens pensent à autiste Asperger. En réalité, c'est beaucoup plus large. Alors, c'est quoi ces différences entre tous ces troubles ? Ouais. Alors, peut-être pour repréciser, avant, effectivement, dans la façon dont l'autisme était catégorisé, on avait créé, pensé différentes catégories. Donc, on parlait de syndrome d'Asperger, on parlait aussi de troubles du développement non spécifiés, TED-NS, on parlait de troubles autistiques, enfin, il y avait comme ça tout un tas d'étiquettes. Et petit à petit, la recherche avançant, et aussi grâce aux praticiens qui ont pu observer des choses dans leur cabinet, on s'est rendu compte que toutes ces catégories, ça n'avait pas grand sens. Elles étaient bien plus poreuses entre elles que ce qu'on imaginait au départ, parce que par exemple, un enfant dit autiste sévère dans l'enfance pouvait évoluer tellement favorablement qu'à l'âge adulte, il devenait quasiment un autiste dit Asperger. Donc en fait, plutôt que de parler comme ça de différentes catégories, on a plutôt pensé l'autisme avec une perspective dimensionnelle, en parlant au sens large de troubles du spectre de l'autisme, avec différents degrés de sévérité. Là encore une fois, je mets beaucoup de guillemets. Donc aujourd'hui, on ne parle pas vraiment du syndrome d'Asperger, on en parle toujours dans le langage courant, mais en tout cas, on ne pose plus de diagnostic de syndrome d'Asperger, on pose un diagnostic de TSA. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de formes différentes. Et notamment dans l'emploi, très souvent, quand on imagine qu'on puisse recruter une personne autiste, on va penser avant tout à une personne autiste sans déficience intellectuelle et qui serait verbale, alors que, et on le voit avec des initiatives comme Andros, l'entreprise Andros qui a recruté dans son usine des personnes autistes non verbales et aussi parfois avec déficience intellectuelle, on voit que ces personnes-là aussi sont en capacité de travailler quand l'environnement est aménagé. D'accord. Au niveau de la scolarité, alors, comment ça se passe finalement si on est diagnostiqué, j'imagine qu'il y a un accompagnement spécifique. Et par contre, qu'est-ce qui se passe aussi pour ceux qui ne sont pas diagnostiqués ? Alors, comment ça se passe ? En général, ça se passe mal, puisqu'on estime qu'il n'y a que 20% de jeunes autistes qui sont scolarisés en milieu ordinaire, et encore ces 20%
comprennent le temps plein, le temps partiel de scolarisation, enfin bon, un petit peu un fourre-tout. Donc on se rend bien compte qu'il y a l'immense majorité des personnes autistes qui ne sont pas scolarisées en milieu ordinaire, malgré ce qu'exige la loi. Donc c'est très compliqué. À partir du moment où on a un diagnostic, on doit pouvoir avoir un certain nombre d'aides, et notamment la présence d'une AVS, je crois que l'intitulé aujourd'hui a changé, qui est donc quelqu'un qui va soutenir, accompagner l'enfant, le jeune, lors de sa scolarité, sur un certain nombre d'heures qui ont été prédéfinies par la MDPH. Sans diagnostic, évidemment, toutes ces aides ne sont pas possibles. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un diagnostic le plus précocement possible. Et en fait, s'il y a une relative faiblesse du diagnostic, tu penses que c'est plutôt lié aux parents, ou alors c'est le système qui n'est pas suffisamment organisé pour accompagner autant de personnes? Ça, honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait même dans la littérature scientifique. Je pense qu'il y a encore un travail de fond à faire sur la formation des médecins. Aujourd'hui, en médecine, il n'y a que 2 heures qui sont consacrées à l'autisme, et encore, on parle pendant ces 2 heures aussi des troubles du comportement alimentaire, enfin de plein d'autres choses. Donc on se rend bien compte que sur toutes ces années de formation, un médecin, je ne sais plus combien d'années c'est, mais 8 ans, plus de 8 ans je crois, si on n'a que 2 heures consacrées à l'autisme, c'est normal que en se lançant, cette personne-là n'ait pas des fondations suffisamment solides pour être en mesure vraiment de diagnostiquer des jeunes, et notamment des formes d'autisme dont on entend un petit peu moins parler, qui sont un peu moins flagrantes. Donc je crois qu'il y a un gros travail à faire de formation des futurs médecins. Alors tu disais, l'intégration au milieu scolaire, ça se passe forcément mal. C'est lié à quoi? C'est des problèmes de communication avec les élèves, c'est de la pédagogie qui est inadaptée, ou alors il n'y a pas suffisamment d'auxiliaires de vie scolaire? Alors, en France, notre école, elle est loin d'être inclusive, hein. Donc le problème qui se pose pour les jeunes autistes, il se pose aussi pour les jeunes dans d'autres situations de handicap. En Italie, les choix, ils ont été très différents. C'est-à-dire que dès la fin des années 70, ils ont fermé tous les accueils de jour, IME, etc. pour les enfants. Ils ont fait le choix vraiment de scolariser tous les enfants, quelle que soit leur situation de handicap. Je ne dis pas que ça a été facile, il semblerait que parfois ça se soit fait un petit peu dans la douleur, du moins au début. Mais en tout cas, dès la fin des années 70, tous les enfants ont été à l'école, et maintenant ça fonctionne. Ils sont tous en classe ordinaire avec les autres enfants. Mais ils ont mis les moyens nécessaires pour que ça puisse fonctionner, c'est-à-dire des classes plus restreintes et plus d'enseignants spécialisés par classe. Donc en France, quand on a une classe avec 30, 35, parfois 40 jeunes et un enseignant et une AVS, mais qui va être là que 10 heures par semaine, on voit bien que ce sont des aberrations et qu'on ne se donne pas les moyens de l'inclusion. Donc on parle beaucoup d'inclusion, mais derrière, il faut pouvoir donner les moyens de l'inclusion. Aujourd'hui, ça pêche encore. Ça reste compliqué. Et est-ce que tu penses qu'au niveau de l'enseignement supérieur, c'est mieux accompagné ou pas? Non. Je suis désolée. Non. Alors, on n'a pas de chiffres par contre sur la présence d'autistes dans l'enseignement supérieur. Je ne peux pas dire il y a 1%, 10%, 20% d'autistes en enseignement supérieur. On se doute bien que si déjà il n'y en a que 20% qui sont à l'école ordinaire, il y en a très peu qui ensuite accèdent à l'enseignement supérieur. Et dans l'enseignement supérieur, bien sûr, il y a des référents handicap qui peuvent être en mesure de proposer des aménagements conjointement avec la médecine, de proposer des aménagements qui vont être utiles pour le jeune. Ça peut être par exemple un tiers-temps lors des examens, ça peut être aussi quelqu'un qui va l'aider à prendre ses notes, etc. etc. Dans les faits, parfois, ça reste très compliqué à mettre en œuvre. Les enseignants ne comprennent pas toujours qu'ils doivent aussi, eux, adapter leur pédagogie et que ce n'est pas une option, que c'est une obligation légale. Donc, dans les faits, il y a encore un gros travail d'information, de sensibilisation à réaliser pour que là aussi, l'inclusion devienne une réalité. C'est très compliqué. Bon, donc on voit une scolarité, c'est un peu compliqué. Alors, donc on imagine que l'intégration professionnelle est encore plus compliquée. Oui, donc déjà on voit bien avec tout ça pourquoi en général les personnes en situation de handicap, mais vraiment au sens large, sont moins diplômées que les autres. C'est logique quand on voit toutes ces barrières qu'il y a déjà au niveau de l'éducation. Donc ensuite, au niveau de l'insertion professionnelle. Un problème qui se pose, le tout premier pour les personnes autistes, ça va être l'entretien de recrutement. Le sacro-saint entretien de recrutement. C'est un exercice extrêmement difficile pour une personne autiste. Pourquoi? Justement, pour les raisons qu'on nommait tout à l'heure, cette difficulté à saisir les codes sociaux. Un entretien de recrutement, ça n'est que des codes sociaux.
c'est savoir regarder dans les yeux, mais pas trop pour ne pas avoir l'air d'un psychopathe. C'est savoir répondre intelligemment aux questions et souvent en comprenant l'implicite qui est dans la question. Par exemple, un recruteur qui demande « Est-ce que vous vous projetez dans notre entreprise ?» La personne autiste, elle va répondre « Oui » ou « Non ». D'ailleurs, parce qu'elle est très honnête, mais elle n'ira pas plus loin. Tandis que ce que le recruteur attend derrière cette question, c'est « Oui, bien sûr, je me projette dans votre entreprise, j'ai été voir sur votre site internet, vos valeurs me parlent beaucoup, mes expériences passées m'ont préparé à ce poste, je pense que je serai la bonne personne pour telle et telle raison. » Bon, donc ça, la personne autiste, elle va passer complètement à côté. Donc elle va répondre de façon très fermée à des questions ouvertes en mode « Oui, non ». Elle va avoir beaucoup de mal à se vendre, à vendre ses compétences. En plus de ça, si elle ne regarde pas dans les yeux, qu'elle a quelques stéréotypies, qu'elle se balance un peu ou qu'elle va se mettre à flapper parce qu'elle est stressée, on imagine bien qu'au bout de 10 minutes, le recruteur s'est déjà fait une opinion et malheureusement, ça va mettre de côté une personne qui pourtant, très certainement, aurait eu les compétences nécessaires pour être une très bonne recrue au sein de l'entreprise. Donc je pense que déjà, la question des aménagements, elle se pose dès l'étape du recrutement. Peut-être il faudrait envisager de faire abstraction totalement de cet entretien de recrutement et de privilégier une mise en situation professionnelle pour tester les compétences de la personne, pour voir si c'est un bon match entre la structure, l'entreprise et la personne. Ça serait une façon déjà de repenser le processus de recrutement et de donner sa chance à des personnes autistes, mais pas que d'ailleurs. D'accord. Donc on voit déjà, première difficulté, c'est l'entretien de recrutement. Oui. Une fois qu'on a passé ce premier barrage, comment ça se passe? Alors, une fois qu'on a passé l'entretien de recrutement, admettons que l'entretien de recrutement ait été réussi, que la personne ait été recrutée. Déjà ça, c'est compliqué. Une fois qu'elle est recrutée, alors là, la question, c'est la mise en place des aménagements. Si la personne a accepté de dire qu'elle est en situation de handicap, qu'elle a une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ne le disent pas, par peur d'être stigmatisées. Bon, si la personne le dit et qu'elle souhaite obtenir des aménagements, c'est très compliqué parce que certains aménagements qui peuvent être demandés, c'est par exemple un aménagement d'horaire. C'est-à-dire, voilà, moi, pour m'éviter les heures de pointe dans les transports en commun, j'aurais besoin d'arriver 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard. Parce que sinon, je vais déjà être complètement épuisée à cause de toute cette surcharge sensorielle, du bruit dans le bus, des odeurs, etc., par exemple. Bon, ça, ce sont des aménagements qui sont en général très peu acceptés parce que la personne en face, elle a du mal à percevoir le niveau de difficulté de la personne autiste. Elle va se dire, mais mon Dieu, c'est un caprice. Mais si on commence à faire ça, alors tout le monde va nous le demander. Bon, autant pour une personne en fauteuil, installer une rampe, ça semble assez évident, quoique ça dépend. Autant pour une personne autiste, aménager les horaires ou lui aménager un bureau pour elle toute seule, pour qu'elle soit au calme, tranquille. Alors là, tout de suite, ça pose question. On se dit, mais ma parole, cette personne, elle a l'air comme tout le monde. Est-ce que vraiment ça se justifie? Alors que oui, ça se justifie et c'est absolument indispensable de mettre en place les aménagements nécessaires. Alors, est-ce que tu penses qu'avec avec la crise Covid-19, on voit qu'il y a eu une accélération, une généralisation du télétravail? Donc il va y avoir une évolution culturelle et donc ça devrait aussi faciliter l'intégration des personnes autistes. Le télétravail, ça peut être aussi une solution? Ça peut être un des aménagements. Mais là encore, je pense qu'il est important de garder en tête qu'il n'y a pas de recette toute faite. Moi, je dis toujours, avec les personnes autistes, il ne faut pas faire du H&M, il faut faire du Yves Saint Laurent. C'est-à-dire il faut faire vraiment du sur-mesure, de la haute couture. Donc, il faut partir des besoins de la personne. Pour certaines personnes autistes, le télétravail, c'est une super solution parce que ça permet d'être chez soi, tranquille, dans un environnement qu'on connaît, qu'on maîtrise et donc d'être beaucoup plus concentré, plus productif. Mais pour d'autres personnes autistes qui, par exemple, peuvent être très seules et subir cette solitude, ça va être un plaisir pour elles d'aller chaque jour au travail pour pouvoir voir les collègues. Donc là, encore une fois, il faut vraiment, ça dépend de la personne, il faut partir de ses besoins. Donc c'est vraiment en fait du sur-mesure et on s'adapte à chaque situation. Oui, mais de toute façon, pour le handicap au sens large, c'est comme ça qu'il faudrait procéder. Alors, comment on peut faciliter l'intégration en entreprise et dans le collectif de travail ? Je pense qu'il est indispensable aussi, mais encore une fois, ça dépend si la personne accepte d'en parler à l'entourage professionnel ou non. Mais si c'est le cas, je pense qu'il est indispensable de sensibiliser le collectif de travail. Une petite formation sur ce qu'est l'autisme et sur ce que sont les difficultés et aussi les facilités, les forces de la personne, du collègue autiste, ça peut être vraiment intéressant
pour que les gens comprennent que si cette personne, par exemple, déjeune seule avec son casque anti-bruit sur les oreilles, c'est pas qu'elle est désagréable ou mal polie, c'est pas parce qu'elle snobe ses collègues de travail, c'est parce qu'elle a besoin de ce temps-là pour se calmer, se reposer, se recentrer. Donc, toutes ces petites choses, ça va permettre de désamorcer des situations qui, sinon, et on l'observe très souvent, assez rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, peuvent vraiment être montées en épingle. Et très vite, le collègue autiste va se retrouver pointé du doigt et va devenir le bouc émissaire du collectif de travail. D'où la nécessité de se sensibiliser en amont. Et ce qu'on observe aussi parfois, c'est que malgré cette sensibilisation en amont, au bout de quelques mois, il y a quand même un relâchement. Et à nouveau, les personnes se disent « Ah, mais quand même, elles pourraient faire un effort, etc. » Donc, régulièrement, il faut pouvoir réexpliquer quelles sont les particularités de fonctionnement de la personne. Bon, alors là, on voit qu'il y a deux éléments essentiels, hein, donc la sensibilisation de l'entourage professionnel et après, finalement, l'adaptation des conditions de travail. Oui. Donc, ce sera discuté avec la personne que l'on embauche. Mais quel va être le rôle pour toi de la médecine du travail ? Ah bah, il est absolument primordial parce que c'est justement avec le médecin du travail qu'on va pouvoir discuter des difficultés et commencer à envisager les aménagements, hein. Donc le médecin du travail, il a un rôle vraiment central à jouer dans la mise en place de ces aménagements, bien sûr. Alors la difficulté, c'est aussi pour certains, voilà, c'est ces troubles de la communication, ce besoin de s'isoler. Quels sont les conseils que tu pourras donner aux employeurs qui craignent un petit peu voilà, que ça puisse impacter le collectif ou la performance d'équipe ? Ça va forcément l'impacter, mais pas forcément négativement d'ailleurs. Je pense que si on met en place les bonnes conditions de travail pour la personne, déjà c'est quelqu'un qui va travailler très bien et qui va être vraiment une bonne recrue pour l'entreprise. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Ensuite, si c'est quelqu'un qui a du mal à socialiser avec ses collègues, qui préfère rester seul le midi, qui ne participe pas au moment de convivialité de l'entreprise, mais est-ce que c'est si grave que ça ? Franchement, je pense que c'est la question à se poser. Aujourd'hui, on fait tout un pataquès autour du savoir-être et de cette espèce de convivialité souvent factice d'ailleurs en entreprise. Eh bien, c'est pas grave si on a quelqu'un qui n'est pas très performant sur cette question du savoir-être, mais qui à côté de ça a un bon savoir-faire. Mais après tout, c'est ça ce qu'on demande à une personne, c'est de bien travailler dans l'entreprise, c'est pas d'être apprécié de tout le monde. Donc ça, je pense vraiment qu'il faut réussir à prendre un petit peu de hauteur par rapport à ces exigences sociales qui doivent être questionnées, vraiment. D'accord. Est-ce que tu peux nous livrer ta propre expérience en entreprise ? Comment tu as vécu les différentes intégrations ? Alors moi, mon diagnostic, je l'ai reçu très tardivement. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je l'ai eu à 27 ans, je crois. Le temps passe vite. Donc avant ça, ça s'est pas très bien passé, hein, parce que moi, je ne me comprenais pas. Et donc, je ne pouvais pas non plus expliquer comment je fonctionnais. Je n'avais pas accès à des aménagements qui pourtant m'auraient été nécessaires. Donc évidemment, ça a été très compliqué. Ceci dit, une fois que j'ai eu mon diagnostic et que j'ai fait toutes les démarches pour avoir ma reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et que j'ai pris vraiment cette décision de dire ouvertement que j'étais concernée, etc. Et donc de demander les aménagements dont j'avais besoin, ça n'a pas forcément été toujours facile. Et je me suis déjà entendu dire, notamment dans une université dans laquelle j'ai travaillé, mais si on commence à changer les emplois du temps de tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Là, c'est un caprice, quoi. C'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, alors que j'avais une RQTH et que j'avais déjà publié des livres, enfin, je veux dire. Donc, on voit bien que le chemin reste long. Hein, c'est pas parce qu'on a les papiers et que forcément on va obtenir les bons aménagements. Donc, ça reste très compliqué, ça a été très dur pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être enseignante-chercheuse dans un établissement d'enseignement supérieur à l'INSHEA, qui est vraiment très calé sur la question du handicap. Et donc, on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais en l'occurrence, là-bas, ça n'est pas le cas. Et ils font vraiment tous les efforts nécessaires pour que ça se passe bien. Et voilà. Donc, je suis très bien tombée, mais ça a été après un parcours très compliqué. Et avant de travailler en milieu, on va dire, académique, tu avais une expérience dans le privé ? Oui, j'ai travaillé un peu dans l'immobilier. En fait, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. J'ai travaillé quelques années et j'ai travaillé quelques mois en tant que responsable qualité. Alors, je n'en avais ni le titre ni le salaire, mais j'en avais toutes les responsabilités.
Je suis très vite partie parce que j'avais beaucoup de mal. Enfin, j'ai fait beaucoup d'efforts pour que tout se passe bien. C'était un poste transversal où j'étais en contact avec tous les services, j'étais très visible. Et donc, dès le début, je me suis mentalisée, je me suis dit, bon, cette fois-ci, tu vas y arriver. Il faut absolument que tu sois apprécié de tes collègues, parce que j'avais identifié que c'était important. Hein. Il faut que tu sois apprécié de tes collègues, il faut que ça se passe bien. Donc, j'ai fourni énormément d'efforts pour me socialiser. Et voilà. Et ça s'est bien passé de ce point de vue-là. Mais à côté de ça, c'est ma fatigabilité qui m'a rattrapée. Parce qu'en fait, tous ces efforts incommensurables que j'ai faits pour que ça se passe bien, pour être sympathique, pour être avenante, etc., derrière, je l'ai payé très très cher. Et au bout de 9 mois, j'ai arrêté et mon père m'a dit bah, si tu veux, je te recrute. Et heureusement en fait que j'ai pu travailler chez mon père, mais tout le monde n'a pas cette chance, hein, parce que sinon, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et je dis toujours, si j'avais pas la chance, parce que c'est ça aussi, hein, de venir d'une famille avec une classe sociale relativement aisée, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire ma thèse, je serais certainement dans une très grande précarité. Enfin voilà, derrière, j'avais ce coussin-là, entre guillemets, ce soutien-là, et c'est très important. Et à l'inverse, les personnes en situation de handicap qui en plus proviennent de milieux précaires, ça surajoute du handicap au handicap. Et ça, je crois qu'on n'en parle pas assez. Alors ce matin, avec nous, on a beaucoup d'employeurs, on a des DRH. Quels conseils tu pourrais leur donner pour franchir le pas et intégrer donc, des personnes autistes en entreprise ? Alors, je sais que, et je le sais vraiment parce que souvent ils me le disent, je sais que ça semble surréaliste parce que quand on ne connaît pas bien l'autisme, imaginer recruter des personnes autistes, on se dit que ça va être extrêmement compliqué, on se dit même que c'est impossible, ce sont des personnes qui ne peuvent pas travailler. Bon, on le voit hein, dans plein de situations, ce sont des personnes qui peuvent travailler, encore une fois, dans les bonnes conditions, ça peut très très bien se passer, donc il faut leur donner leur chance. Et je dirais aussi, ce sont des personnes qui ont énormément de qualités, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Ce sont des personnes qui sont perfectionnistes, qui sont très honnêtes, qui ont une grande rigueur de travail, qui ont une pensée en détail. Et ça, c'est utile, par exemple, dans le test de logiciel, parce qu'elles vont repérer beaucoup mieux que les autres les erreurs dans les lignes de code, par exemple. Mais ça sert dans d'autres types de métiers. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de forces, vraiment, qui, comparativement aux non-autistes, font de ces personnes-là de très bons travailleurs. Donc il faut pas avoir peur, il faut se faire accompagner, pourquoi pas, par un dispositif d'emploi accompagné ou autre, et vraiment donner leur chance à ces personnes. Alors on parlera tout à l'heure d'un dispositif qui est bien spécifique, qui est celui de l'emploi accompagné. Est-ce que tu penses que, parce qu'en fait c'est un peu expérimental ce dispositif emploi accompagné, est-ce qu'il faudrait le généraliser de façon beaucoup plus importante ? Alors en France, disons que c'est récent. Ça date de 2016, mais aux États-Unis, ça date des années 70. Donc on a quand même déjà tout ce recul-là sur cette expérience américaine. Et on voit que là-bas, ça a très très bien fonctionné. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ici. Petit à petit, quand même, il y a des financements qui sont accordés de plus en plus importants, et notamment des efforts très importants qui sont faits justement pour cibler l'emploi accompagné sur les personnes autistes. Donc c'est en train de se développer. Je pense aussi qu'il ne faut pas que cette croissance se fasse trop rapidement, parce qu'aujourd'hui la force de l'emploi accompagné, c'est qu'un référent emploi accompagné, il accompagne à peu près une vingtaine de personnes. Donc on voit bien qu'on est sur du qualitatif plutôt que sur du quantitatif. Et je pense que c'est vraiment cet accompagnement-là qualitatif sur la durée qui est très important et qui donne de très bons résultats. Donc il faut vraiment garder, je pense, cet esprit-là pour que l'emploi accompagné continue à bien fonctionner et ne pas vouloir grandir trop vite et donc n'importe comment. Bon, donc on voit l'emploi accompagné, c'est vraiment un très bon dispositif qui est efficace, parce qu'effectivement les conseillers peuvent faire un vrai suivi, ils ont une vingtaine de personnes en portefeuille, même si le terme n'est pas très beau. Ce matin, on a aussi, j'imagine, des personnes qui sont connectées sur cette vidéoconférence, parce qu'ils se posent, ils ont peut-être une problématique par rapport à leurs enfants. En fait, ils se demandent s'ils sont autistes. Quel conseil tu peux donner aux parents, voilà, pour qu'ils franchissent le pas du diagnostic ? Oui. Alors, déjà, ne pas penser qu'un diagnostic d'autisme, ça va être une condamnation. Ça n'est pas le cas. Un diagnostic d'autisme, ça donne des clés pour mieux comprendre et ça ouvre aussi des droits. Et ça, c'est très important. Donc, vers qui s'orienter, qui contacter ? Je pense que la réponse à ça, c'est le centre de ressources autisme. Dans chaque région, il y a un centre de ressources autisme
qui est pourvu déjà d'une bibliothèque, donc voilà, on peut lire des livres, s'informer, etc., et qui permet un diagnostic pluridisciplinaire. Hein. Alors le problème, bien sûr, c'est que souvent, il y a une liste d'attente assez importante. Si jamais cette liste d'attente, elle décourage, on peut passer aussi par un professionnel en libéral, donc un psychiatre ou d'ailleurs un médecin traitant. Les médecins traitants aussi sont en mesure de poser un diagnostic, mais à condition qu'ils soient compétents. Un psychiatre comme médecin traitant, il faut quand même qu'ils aient une certaine spécialisation dans l'autisme pour être en capacité de poser un diagnostic. Donc on peut aussi passer par le libéral si on en a les moyens. Alors, tu parlais de bibliothèque. Moi, ce que je propose, c'est qu'on présente 2 ouvrages pour ceux qui veulent... Les miens. Les tiens. Alors, premier ouvrage, c'est une bande dessinée qui est géniale. Je vous invite vraiment à aller chez Coiffard ou dans toute votre bonne librairie. Voilà, donc ça s'appelle La différence invisible. C'est Julie Daché puis mademoiselle Caroline qui a dû faire l'illustration. Oui. Voilà. Super ouvrage, lisez-le, vous comprendrez mieux ce qu'est l'autisme et comment on doit s'adapter, nous aussi, voilà, pour faciliter l'intégration des personnes. Elle vient d'être nominée pour le prix Eisner aux États-Unis, je l'ai appris la semaine dernière. D'accord, génial. C'est un prix donc on est très contente. Parce que traduit donc du coup en anglais. Dans plein de langues et notamment en anglais. Ouais. D'accord. Tu en as vendu combien là? Aujourd'hui, j'ai pas les chiffres, je pense que rien qu'en France, on doit être à 40 000, quelque chose comme ça. C'est bien. Beau succès. Et puis l'ouvrage qui est sorti plus récemment, donc Dans ta bulle. Bon là c'est le format poche, mais il y a aussi le format classique. Voilà, donc Julie Daché, pareil, on vous le recommande. 2 ouvrages de référence pour mieux comprendre ce qu'est l'autisme. Julie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité ? Alors, mon actualité, eh bien, maintenant, je travaille donc à l'INSHEA comme enseignante-chercheuse et mes travaux de recherche s'orientent à la fois sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes autistes et aussi, j'espère de plus en plus, sur l'intersection entre l'autisme et la transidentité. Pour moi, c'est un vrai sujet. Sans qu'on sache pourquoi, il semblerait a priori qu'il y ait beaucoup plus de personnes trans parmi les personnes autistes que chez les non-autistes. Ça complique un petit peu les parcours et je trouve que c'est un sujet très très intéressant qui est encore peu exploré. Donc ça, c'est ma principale actualité, c'est mon métier à temps plein, donc je me consacre à ça, à mes recherches et à l'enseignement. Alors, en lisant un article qui t'était consacré, tu mettais en avant le fait que pour les femmes qui étaient autistes, c'était la double peine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept ? Oui. Donc, alors effectivement, pour plusieurs raisons, pour les femmes autistes, c'est assez compliqué. Déjà parce que les critères diagnostiques de l'autisme, ils ont été établis à partir de l'étude de cas masculins. Donc on a observé des petits garçons, on a vu ce qu'ils avaient en commun, et c'est comme ça que voilà, les fameux critères dont on parlait tout à l'heure, hein, qui ont évolué au fil du temps, mais bon, la base est restée peu ou prou la même, c'est comme ça que ces fameux critères ont été établis. Donc on voit là déjà qu'il y a un biais de genre qui exclut de fait les spécificités féminines. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, les femmes autistes, il semblerait que leur autisme se présente un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'elles ont de meilleures capacités de communication, des intérêts spécifiques qui vont être moins atypiques que chez les garçons. Par exemple, une petite fille qui va se prendre de passion pour les chevaux, ça va moins interpeller l'entourage qu'un petit garçon qui va se prendre de passion pour les plans de métro. Et en plus de ça, depuis qu'elles sont toutes petites, elles adoptent la stratégie du caméléon pour être comme tout le monde, ce qui fait qu'à l'âge adulte, pour toutes ces raisons, elles vont très souvent passer à travers des mailles du filet diagnostique, et donc ça provoque une errance diagnostique et une détresse très très importante. Merci beaucoup. Alors, ce matin, on a quelques invités prestigieux. On a Jean-François Dufresne de Andros. Est-ce que tu veux lui passer un petit message ? Tu me prends de court. Non, peut-être juste dire que pour moi, c'est une super initiative. J'en parle très souvent de l'association Vivre et Travailler Autrement. J'en parle très souvent pendant mes cours, justement, à l'INSHEA sur l'insertion professionnelle. Et je trouve que c'est génial parce qu'on se rend bien compte que les personnes autistes, encore une fois, avec déficience intellectuelle et ou non verbale, sont en capacité de travailler. Alors que souvent, ce sont les oubliés de l'insertion professionnelle. Donc vraiment, j'espère que ce genre de dispositif continuer à être créé un petit peu partout sur le territoire. Et alors, on a aussi une invitée, une jeune femme extraordinaire, c'est Alexandra Audrin. Tu la connais ou pas ? Non. Alors, on organisera une rencontre. Donc, elle a créé un fauteuil qui s'appelle Auto et qui est destiné aux personnes autistes. Donc, c'est très cocooning. On te présentera Génial. Sa réalisation. Et est-ce que tu connais l'association Robotisme ?
Alors, je connais un petit peu les robots humanoïdes. J'ai collaboré à une petite recherche en lien avec le robot Nao, voilà. Mais robotisme spécifiquement, je ne connais pas si bien que ça. Bon, donc là, on va pouvoir fédérer tout un collectif nantais et puis Oui. faire des choses en faveur de l'autisme. Un grand merci. Merci pour l'invitation. Julie. Et puis, on se retrouve très rapidement. Merci beaucoup. Bon, très belle interview. Julie, vous pouvez l'applaudir. Elle nous regarde voilà, en vidéoconf. Donc, il nous reste 1 heure pour traiter tous les autres sujets. Donc, on va galoper. Bon, on va passer donc à Jean-François Dufresne. Jean-François Dufresne, on a beaucoup parlé de l'association Vivre et Travailler Autrement. Ce qui nous intéresserait, c'est de comprendre justement comment vous avez inséré les personnes autistes en entreprise à partir de la première expérience de Novandi en 2014, qui était une filiale d'Androse. Qu'est-ce que vous avez bousculé et quels sont vos projets aujourd'hui? Tout d'abord, bonjour à tous. Deuxième chose, visiblement, je ne connais pas Julie Daché, contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc, ça veut dire que la pub a bien été faite autour de Vivre et Travailler Autrement. C'est quand même la première caractéristique. La deuxième chose, c'est que je suis avant tout le père de Luc. Luc, c'est un autiste dit sévère, si tant est que ça veut dire quelque chose. Alors, on va mettre plein de guillemets, comme le fait Julie. C'est un autiste dit sévère, non-verbal, soi-disant à déficience intellectuelle. Je me méfie de ces définitions de la déficience intellectuelle donnée par les non-autistes, parce que chaque fois qu'on regarde des autistes à déficience intellectuelle, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup moins cons qu'ils n'en l'air. Donc, pour employer des mots simples. Donc, effectivement, ce qui m'a guidé, c'est mon fils dont on m'a dit, monsieur, la médecine, les sachants qui disent quand même beaucoup de conneries sur l'autisme, les sachants nous ont dit, et m'ont dit, monsieur, regardez la réalité en face. Votre fils ne fera jamais rien de sa vie. Mettez-le en foyer occupationnel, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Grosso modo, oubliez-le. Et puis l'État va le prendre en charge. Moi, il se trouve que j'ai des racines paysannes aussi, pas que, mais j'ai des racines paysannes, et que dans le petit village de ma mère en Savoie, il y avait des idiots du village. Et les idiots du village, ils étaient peut-être autistes. Et probablement, il y en avait un certain nombre qui étaient autistes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je préfère pour mon fils, la vie d'idiot du village ou la vie super protégée dans une institution? Et j'ai choisi la vie d'idiot du village et je me suis dit, comment on fait pour reproduire la vie d'idiot du village et comment on fait pour essayer de leur donner la plus grande autonomie possible? Parce que nous, les parents, on est des vraies catastrophes pour nos enfants. On les surprotège. Ce n'est pas la façon de les faire avancer. Si on veut que les gens apprennent, il ne faut pas faire à leur place. On n'arrête pas de faire à leur place. Je dirais les mères sont encore pires. Et ce n'est pas une surprise. Mais je me mets dans le sac parce que je l'ai beaucoup fait aussi. Donc, la question, c'est comment on les amène à l'autonomie. Alors, c'est quoi l'autonomie sur une population qui ne travaille pas? Parce qu'on dit qu'il y a environ, sur la totalité des gens identifiés dans le spectre de l'autisme, identifiés, parce qu'il y a tous ceux qui travaillent et qui ne sont pas identifiés, ceux-là, on ne sait pas combien ils sont. On dit qu'il y a 700 000 autistes en France, je suis prêt à parier qu'il y en a plus d'1 million. Mais c'est un autre sujet. Des non diagnostiqués qui... Il suffit... Bon, alors, moi, j'ai fait des études soi-disant supérieures dans une soi-disant grande école. C'est des nids là-dedans. Il y a des nids d'autistes. Hein. Vous allez à Normale Supérieure, alors là, il y en a 1 sur 2 à peu près. Donc si vous voulez, tout cela, ils ne sont pas diagnostiqués. Hein. Et moi, on prend les grands chefs d'entreprise. Il suffit de les regarder. Hein. Il y en a, je les diagnostique vite. Hein. Bon, vous avez des gens comme le gars de Tesla, Elon Musk, qui vient de dire, bah, vous savez, moi, je suis autiste aussi. Donc là, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller un peu plus vite. Donc, j'ai décidé de faire
je pouvais essayer de faire une expérimentation. Ce n'est qu'une expérimentation à l'origine, pour dire on va leur apprendre la vie. On va les faire travailler le matin au milieu des autres, et puis l'après-midi, on va leur apprendre à vivre parmi nous. Faire les courses, faire à manger, laver leur linge, se laver eux-mêmes, etc. Toutes choses qu'ils ne savent pas forcément faire. Alors, je vous rappelle que je suis sur une cible d'autistes qui tous avaient des notifications femmes masse. Donc, c'est des gens qui sont peu autonomes. Donc, on leur apprend l'autonomie. Il se trouve qu'ils adorent apprendre. Alors, ça tombe bien. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, ce que je vous propose, plutôt que de faire un long discours, c'est de regarder un petit film, il dure 4 minutes, je crois, ou 3 minutes. Et donc, si vous voulez bien, Geoffrey nous lancer le film. Juste avant ses 6 ans, Lisa a eu un diagnostic de trouble du spectre autistique. Je me suis demandé comment j'allais faire, d'une part pour l'aider au mieux, et d'autre part pour permettre à ma famille de continuer à vivre le plus normalement possible. J'ai été formé par l'association Vivre et Travailler Autrement, qui m'a fait comprendre ce que c'était que le travail des autistes, comment travailler avec les autistes et surtout comment eux nous percevaient pour que je puisse assimiler le plus rapidement possible toutes ces caractéristiques. Ce qui va faire peur très souvent, c'est derrière, comment on fait, c'est beaucoup trop compliqué, nous on ne sait pas qui est contacté pour les accompagner. Notre travail n'est pas de gérer un lieu de vie ou la vie des jeunes et tout ce qui va avec, le transport, etc. Ce que l'on fait au sein de l'association, c'est de dire aux entreprises, regardez seulement les compétences qu'ils ont, regardez ce qu'ils peuvent vous apporter et tout le reste, nous on s'en charge. Par rapport au travail, on met en avant leurs compétences. On ne parle pas du tout de compensation du handicap. Pour le coup, on parle vraiment de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ok, lui, il est capable de faire ça. Ok, dans ces cas-là, il est en mesure de travailler. C'est des gens qui sont extrêmement attachants, très très bons travailleurs. Quand ils ont compris des tâches, ils les assimilent et ils les reproduisent très très bien. Ça se passe très bien avec mes équipes dans l'usine. Tout le monde a compris et assimilé comment cela fonctionnait. C'est juste incroyable qu'ils aient autant de capacités qu'on ne soupçonne pas en fait et qu'on laisse de côté. Et au final, rien qu'en les observant, on n'a même pas l'impression que ce sont des personnes atteintes d'autisme. Ils prennent beaucoup d'initiatives parce qu'ils ont envie de faire. Et je pense qu'aussi de croiser d'autres personnes, ça leur donne aussi l'envie de faire pareil. Du coup, ils initient énormément de choses. Et là, oui, des fois, on peut être très surpris. Ce qu'on vise, en fait, c'est vraiment une autonomie, mais comme nous, on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un jour, ils auront un appartement, peut-être. Ils vont devoir faire leur lit, faire leur machine, comme nous, on fait actuellement, et comme on dit les personnes normales, entre guillemets. Pour convaincre une entreprise de recruter des adultes autistes, pour moi, l'important, c'est vraiment qu'elle les voit travailler, qu'elle voit quelles sont leurs compétences, leurs qualités, leur sérieux, leur niveau de concentration. Quand elles prennent le temps de le voir, elles sont très vite convaincues. On se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont au moins aussi capables que tout à chacun, sinon plus, et que ça doit être transposable, et ça peut être transposable dans beaucoup d'entreprises en France. Il faut essayer, il faut le voir pour le croire, vraiment. Il faut leur donner une chance d'être comme nous et de pouvoir vivre comme nous. Ce que je dis en ce moment, c'est qu'on est sur un petit nuage parce que ce projet, il correspond à ce qu'on rêvait pour elle. Quand j'ai intégré l'usine pour la première fois, je mettais pour la première fois moi aussi les pieds dans une usine. C'est eux qui m'ont montré quoi faire, où aller. Et pour le coup, c'est moi qui étais handicapée ce jour-là. Le fait que ce projet soit militant est important pour nous parce qu'au-delà du fait qu'il convienne à notre fille, on a un peu l'impression tous finalement d'être des acteurs d'un modèle qui va pouvoir faire école. Et ça, je trouve que c'est vraiment merveilleux.
Donc, pardon. Non, je voulais juste rebondir sur le film. Donc, dans le film, il pose la question, est-ce que le modèle est transposable? Alors, oui, comme d'habitude, quand on fait une expérimentation, la première chose, c'est qu'on ne sait pas si ça va marcher. Bon. On se dit, moi je suis industriel, hein, quand je fais un prototype, je ne sais pas s'il va être bien, etc. Dans un deuxième temps, on se pose la question, est-ce qu'on sera capable de le reproduire? Donc on fait une pré-série. C'est comme ça que ça s'appelle en termes industriels. Et quand on a fini la pré-série, si ça marche, on fait de la grande série. Aujourd'hui, j'en suis au stade de la pré-série, c'est-à-dire que nous avons déjà une douzaine de dispositifs en cours de démarrage. Quand je dis en cours de démarrage, il y en a où il y a, parce qu'on ne met pas 10 autistes dans une usine d'un coup, hein. Ça se fait sur 2-3 ans, voire parfois plus. Et donc, on a une douzaine de dispositifs, ce qui veut dire qu'avec des entreprises aussi connues que L'Oréal, LVMH, alors là, c'est dans l'univers de la beauté, mais il y a aussi Sanofi, il y a aussi Jiffy, les magasins, donc on est dans la distribution, ce qui veut dire dans les entrepôts, mais plusieurs sites chez Andros, y compris à l'étranger, puisqu'on fait ça également en Chine et en Turquie. Donc, oui, aujourd'hui, je pense qu'on aura une vingtaine de sites à la fin de l'année prochaine. Donc, on aura fini notre cycle de ce que j'appelle la pré-série. Alors, pour être clair, quand on a lancé notre truc, personne ne croyait. Et nous, on avait des doutes, parce que c'est normal. Le dispositif présente 3 avantages. Un, il fait progresser les autistes de façon incroyable, de mon avis. Moi, de mon avis de père, oui, parce que je vois ce que ça fait à mon fils. Mais de l'avis unanime des gens qui sont les professionnels qui sont venus voir. Ça les fait progresser, ça les rend heureux. Ils ont la grande période de malheur qu'ils ont vécu, ça a été le confinement. Tout le monde observe la même chose avec les autistes quand ils aiment travailler. Le pire qu'on puisse leur faire, c'est leur enlever le boulot, hein, et leur enlever leur routine de boulot en particulier. Donc, tous les gens qui travaillent sur l'autisme savent ça. Et donc pour les autistes, c'est très bien. Pour l'entreprise, c'est formidable. Et pour la société tout entière, ben, ça change complètement le regard sur l'autisme. Non seulement de l'usine, mais de la petite ville dans laquelle on va, puisqu'ils vont faire leurs courses, etc. Et donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est peut-être pour ça aussi que Julie Daché, que je ne connais pas, trouve ça bien et a envie de l'enseigner. Voilà, merci. On peut l'applaudir. Donc, les autistes qui travaillent, qu'il faut applaudir. Il faut croire en eux. C'est ça le message. Croyons en eux, ils ont des ressources formidables. En tout cas, un grand merci pour ce témoignage. Hein. Vraiment, c'est une très très belle expérience, Andros. Alors, Andros est sur Investi, mais on a aussi la chance d'avoir Jean-François Develec, le DRH d'EDF. Et donc, il est en train de bouger les lignes sur ce sujet au sein d'EDF. Donc, on va faire un format pitch comme pour les startups. En 3 minutes, Jean-François, tu nous expliques ce que tu fais à EDF pour l'autisme. Merci Olivier, et merci aux 2 témoignages de Julie et de Jean-François, extrêmement éclairants, et puis je me retrouve dans beaucoup de choses que vous avez dites. Alors effectivement, EDF, on a une culture du handicap assez ancienne, hein, ça fait 35 ans qu'on signe des accords handicap, on est au 12e, 35 ans qu'on traite la question de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc il y a des choses qu'on sait faire, et puis depuis 2 accords, on s'est dit, ok, mais maintenant il faudrait qu'on aille un peu plus loin. On a commencé à attaquer la question du handicap invisible. C'est une question qui finalement est assez peu traitée en entreprise ordinaire, parce que c'est un sujet compliqué. Alors, sur les Pays de Loire, on a décidé de s'orienter notre sujet sur la question de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes autistes. Handicap ô combien invisible, puisqu'on l'a dit, et je partage, Jean-François, votre vision, il est parfois invisible à leurs propres porteurs, qui ne savent pas qu'ils sont autistes. Alors, il se trouve que EDF, c'est pas normal. Je ne dirais pas qu'il y en a 1 sur 2. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de personnes autistes qui travaillent avec nous. La preuve en est, c'est que c'est une entreprise qui a un mode de fonctionnement qui est relativement propice.
aux personnes autistes qui y restent, qui s'y retrouvent bien. Alors des choses très processées, des choses très cadrées, des choses très dites, très explicites souvent, et puis une réelle bienveillance managériale qui quand même est le fondement de notre entreprise. Alors on a commencé d'abord en Bretagne et puis en Pays de la Loire à agir en faveur de l'autisme, de l'insertion des personnes autistes. Et pour ça, on a un plan d'action en trois plans, très simples. Le premier, c'est d'abord faire comprendre ce qu'est l'autisme aux personnes qui ne sont pas autistes. Et ce n'est pas simple, on l'a vu, Julie l'a très bien décrit. Et on trouve assez peu finalement dans la littérature de choses aussi explicites que sa bande dessinée, qui a le mérite d'être extrêmement simple à comprendre. Et donc on a construit nous des matériaux alors, qui sont à la disposition de pas mal de gens. On a construit une exposition sur ce que c'était que l'autisme, on a des brochures, on a des films, des vidéos sur ça. Et on les passe, alors on les prête aux associations, on les fait tourner dans notre entreprise, on les prête aux entreprises, et puis on les prête aussi à l'Éducation nationale, puisque je viens de rencontrer 2 acteurs de l'Éducation nationale des Pays de la Loire. On va faire circuler cette exposition et ce sujet dans les collèges et les lycées Pays de la Loire à partir de septembre. Tout ça pour expérimenter, comprendre ce qu'est l'autisme. On est en train de construire une formation aussi pour nos managers, parce que les managers, en fait, on l'a vu aussi dans le témoignage de Julie, entre un refus d'obéissance ou une mésentente managériale, un RPS et l'autisme, c'est compliqué à distinguer, quoi. Deuxième axe, je sais que je vais aller vite. Deuxième axe, c'est faire comprendre les codes sociaux d'entreprise aux personnes autistes. Pour ça, on a construit des clips à destination plutôt, dans un langage plutôt simple, destinés aux personnes autistes. Vous les trouvez sur YouTube. Faites clips, codes sociaux, EDF. Il y en a 3, un sur la pause, un sur le temps de travail et un sur l'habillement. Et puis, il y en a plein d'autres encore à faire. On pense au recrutement et aux épreuves de recrutement, notamment dont a parlé Julie. Troisième axe, on peut témoigner d'expériences réussies d'intégration de personnes autistes. Alors, on peut en témoigner d'autant plus qu'on en a plein l'entreprise et que l'exposition dont je vous ai parlé, ou les brochures dont je vous ai parlé, m'ont permis d'entrer en contact avec plein de gens de chez nous qui m'ont dit, écoutez, je me reconnais là-dedans, j'aimerais dialoguer avec vous, j'aimerais que vous m'aidiez vis-à-vis de mon management et puis peut-être que vous m'aidiez vis-à-vis de mon équipe. Et petit à petit, commence à se faire un réseau de gens qui, effectivement, peuvent dire, oui, effectivement, il y a des choses à faire pour parler autisme en entreprise, pour faire de ce sujet qui est un sujet qui n'est pas tabou, mais qui est invisible, simplement, un sujet visible. Voilà. Donc, on commence en Pays de Loire, on est prêt à expérimenter avec plein d'acteurs, on est toujours avec des partenaires, on ne fait jamais ça seul, parce qu'on n'est pas des experts du sujet. Donc, je vous ouvre la porte et je vous souhaite la bienvenue si vous voulez rentrer en contact avec nous pour qu'on travaille sur ce sujet ensemble. Merci. Merci Jean-François pour ce témoignage. Donc, puisque tu veux des contacts, il faudra que tu vois Liliane Jean pour l'emploi accompagné. Elle a plein de CV à te proposer. Plus sérieusement, on a la chance d'avoir Nathalie Gros, qui est médecin du travail. Pareil, Nathalie, en 3 minutes, forme un peu pitch. Je suis désolé. J'avais prévu une présentation, mais je vais vous présenter dans les grandes lignes quel peut être le rôle du médecin du travail. Donc, dans le maintien en emploi, j'ai une expérience toute relative dans l'accompagnement des personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme. Mais au final, on se rend compte que les services de santé au travail et le médecin du travail ont des dispositifs de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ou qui souffrent de problématiques de santé qui sont finalement transposables à différentes situations de handicap, dont l'autisme. Donc, quel est le rôle des services de santé au travail en termes de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap? Ce rôle, il est fondé sur notre mission. Donc, préserver la santé des salariés, c'est la mission exclusive des services de santé au travail. Et pour ce faire, nous avons plusieurs actions. Donc, les visites médicales individuelles. Nous sommes amenés à rencontrer régulièrement les salariés, donc de manière périodique dans le cadre du suivi réglementaire, mais également à la demande des employeurs et des salariés eux-mêmes, lorsque des problématiques de travail sont rencontrées et que la question de la santé est interrogée. Nous allons également sur les postes de travail pour observer les conditions réelles de travail et proposer
des aménagements de postes. Et puis, les services de santé au travail ont un rôle de conseil aux employeurs, aux salariés, sur différentes questions, dont la question de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ou qui ont des problématiques de santé. Hein, donc, au travers de toutes ces actions, finalement, nous contribuons à maintenir dans l'emploi, donc pas tout seul, hein, avec l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Les médecins du travail travaillent avec des infirmiers, avec des psychologues du travail, avec des assistantes sociales du travail, mais également avec les DRH dans le cadre d'une approche pluriprofessionnelle. Les managers aussi, les échanges sont essentiels lorsque l'on parle du maintien en emploi. On est amené, alors pourquoi le rôle du médecin du travail est important? C'est-à-dire que nous sommes soumis au secret médical, nous nous attachons à avoir l'accord du salarié lorsqu'il est nécessaire d'intervenir pour le maintien dans l'emploi, ça c'est essentiel. Ce process de maintien dans l'emploi se fait toujours avec le salarié qui est acteur de la démarche, donc son accord est indispensable. Mais finalement, l'entretien que nous pouvons avoir avec les salariés nous permet de recueillir des données de santé, de mesurer une altération de cette santé et de traduire les besoins du salarié auprès de l'employeur en parlant d'aménagement. Donc, sans trahir le secret médical, on participe à adapter les postes de travail. Donc, on est amené aussi à faire des liens avec les secteurs de soins. Parfois, la dégradation de la santé est temporaire et nécessite un accompagnement en termes de soins. Donc, on fait le lien aussi avec les médecins traitants et les médecins spécialistes et avec des opérateurs internes ou externes du maintien dans l'emploi. Donc, je pense là, en opérateur externe, au Cap Emploi et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide au maintien dans l'emploi auxquels nous pouvons faire appel, donc les Cap Emploi et également le dispositif de l'emploi accompagné qui, je ne l'ai jamais utilisé, mais qui me paraît très, très adapté, en tout cas aux personnes qui ont soit des pathologies psychiques ou les personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. J'avais prévu de vous parler un petit peu de l'autisme et voilà, de quel pouvait être notre rôle. Je vais du coup passer à ma petite conclusion, comme ça. Hein, donc, en fait, ce qui m'avait paru important et ce que j'avais noté en lien avec le maintien en emploi des personnes en situation de handicap et peut-être plus particulièrement des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, c'était de dire que le travail participe au développement de la personne, quelle qu'elle soit. Hein. Donc, dès lors qu'on peut maintenir des personnes en milieu ordinaire, je pense qu'il faut toujours analyser ces situations et voir quels sont les dispositifs de compensation qu'il est possible de mettre en place pour permettre d'avoir ces personnes en milieu ordinaire et leur donner leur place dans la société. Le travail est un facteur de santé. Importance de la sensibilisation des managers et des collègues. Hein, on sait que ces personnes ont des troubles de la communication, des interactions sociales, et pour éviter les malentendus qu'on peut rencontrer dans les collectifs de travail, il est important de sensibiliser les équipes, toujours avec l'accord du salarié. Et notre rôle, c'est aussi de les convaincre de la plus-value de cette sensibilisation. Et puis, donc, la prévention, tout changement au travail peut générer une déstabilisation de l'équilibre santé-travail. Donc, on a, nous, des managers aussi qui sont attentifs à ces questions-là et qui, lorsqu'il y a des modifications de l'organisation ou de la situation globale, on l'a vu avec la crise Covid, sont plus attentifs aux personnes en situation de handicap pour les accompagner et éviter une déstabilisation de l'équilibre santé-travail. Voilà, le recours aux services de santé au travail, il faut penser aux médecins du travail, aux services de santé au travail lorsqu'il y a quelque chose qui interroge au niveau du travail, que ce soit en termes de qualité de travail, de comportement des personnes, mais au final, c'est quelque chose qui s'applique aux gens qui ont des problématiques de santé ou des handicaps, mais également à tout à chacun, parce qu'on peut à un moment être dans une situation de déséquilibre qui fait que le bien-être au travail n'est plus au rendez-vous et qu'il faut analyser les situations de manière pluridisciplinaire, mais aussi, je l'insiste, c'est vraiment l'affaire de tous, pluriprofessionnelle, avec les managers et les services des ressources humaines. Voilà pour mon intervention.
Merci. Je vous remercie de votre attention. Merci Nathalie Gros pour cet éclairage pratique et pluridisciplinaire. Vous avez dit que vous n'avez pas utilisé l'emploi accompagné, donc on va demander à Liliane Jean de nous le présenter et justement comment vous accompagnez les personnes et aussi les entreprises, parce que c'est l'intérêt de l'emploi accompagné, c'est que vous accompagnez les deux. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que ce matin on a beaucoup parlé de l'emploi accompagné. Alors juste quelques mots rapides, c'est un dispositif, comme l'a dit Julie, qui est récent sur notre territoire national, mais qui n'est pas récent à l'échelle internationale, hein, puisque c'est un dispositif qui a largement fait ses preuves dans les pays anglo-saxons, et nous sommes en retard en Europe et en France pour la mise en place de tels dispositifs. Donc là, on est très heureux puisque la loi travail de 2016 a intégré dans le cadre légal l'emploi accompagné, et l'emploi accompagné s'est donc décliné sur nos territoires donc, en 2017, donc avec des soutiens donc, à la fois de la GFIP, du FIPH et de l'Agence régionale de santé. Donc nous avons développé donc, sur la Loire-Atlantique, mais il faut savoir que l'emploi accompagné, c'est vraiment un dispositif aujourd'hui national, et vous avez des dispositifs d'emploi accompagné dans tous les départements de France aujourd'hui, avec, à la demande de la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, une volonté aujourd'hui de porter ce dispositif en plateforme territoriale d'emploi accompagné qui vise, et ça vient d'être dit, cette volonté de décloisonner et de travailler dans une démarche très pluridisciplinaire avec l'ensemble des acteurs du territoire pour œuvrer à l'inclusion du plus grand nombre de personnes en situation de handicap. Alors, pour qui s'adresse effectivement l'emploi accompagné? Alors, à l'origine, là, lorsque les choses ont été mises en place en 2017, il y avait un focus vraiment spécifique sur le handicap psychique. Et puis, progressivement, donc, l'État a souhaité qu'on mette un focus beaucoup plus important aussi sur les personnes avec un trouble du spectre autistique. Alors, quand on dit un focus et une priorisation, bien évidemment, il n'y a pas d'exclusivité. L'emploi accompagné s'adresse également à tout type de handicap, mais on a vraiment là une volonté de mettre l'accent sur ces deux types de handicap, handicap psychique et trouble du spectre autistique, parce qu'on le voit, et ça a été dit ce matin, ce sont des accompagnements qui nécessitent vraiment une attention particulière et qui, jusqu'à présent, avait très peu de solutions d'apporter à ces publics-là pour de l'inclusion professionnelle. Vous pouvez dérouler, voilà, on va continuer. Et donc, à qui s'adresse aussi, et Emmanuel le disait, ça s'adresse bien sûr aux personnes en situation de handicap. Et là, je reprends ce qu'a dit Julie, mais je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'elle a pu dire parce que beaucoup de choses ont été dites déjà. Mais on part sur le principe de l'autodétermination des personnes. C'est-à-dire qu'on part toujours du souhait et des appétences, des compétences des personnes, et on va rechercher avec la personne un poste de travail qui correspond à ce que la personne souhaite faire. Voilà. Et sans préjugé aucun, de se dire, oh là là, cet objectif-là va être trop difficile à atteindre pour cette personne. Non, on dit, voilà, on part du souhait de la personne, de son autodétermination, et on se dit, banco, on y va, et on aide la personne à réaliser en tout cas son projet. Mais le dispositif d'emploi accompagné s'adresse également, et ça c'est très important, s'adresse aux employeurs. Aux employeurs du secteur privé, donc dans tous les champs de l'activité du secteur privé, et s'adresse également aux employeurs publics. Donc nous intervenons dans tous ces domaines-là, puisque nous partons toujours du projet de la personne. Et donc on ne s'interdit rien, et on va aller chercher dans le monde de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, nous allons aller chercher les postes qui peuvent convenir à la personne.
Alors vous allez me dire, mais est-ce que vraiment c'est particulier par rapport à d'autres structures d'insertion que vous pouvez être amené à connaître? Alors oui, parce que une des spécificités vraiment de l'emploi accompagné et ce qui marque vraiment la différence par rapport à toute autre structure de service d'insertion, c'est qu'on est sur un accompagnement de l'employeur et de la personne sans limite de temps. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que nombreux ont été les employeurs jusqu'à présent qui nous disaient, ben voilà, on peut être accompagné pour l'intégration de la personne, pour la phase de recrutement, mais une fois que la personne a signé son CDI, ben on se retrouve un peu tout seul. Or, vous le savez tous, une entreprise, c'est un lieu vivant, en permanence, en mutation. Et ce qui caractérise les publics en situation de handicap, c'est parfois cette difficulté aussi à s'adapter au changement. Alors, vous allez me dire, tous les salariés ont besoin d'un accompagnement au changement. Certes, mais pour une personne qui présente des troubles du spectre autistique ou un handicap psychique, eh bien, c'est un peu plus compliqué parfois et ça nécessite en permanence de la médiation, de l'accompagnement, de l'aménagement de l'environnement de travail si c'est nécessaire. Et puis, l'entreprise, c'est un lieu vivant, ce qui fait que les collaborateurs de l'entreprise peuvent aussi changer. Et ce qui fait que la personne avec un trouble autistique peut perdre ses repères vis-à-vis de son environnement proche de travail. Et donc, il est nécessaire à chaque fois qu'il y ait un service qui vienne faire une sensibilisation aux nouveaux collaborateurs, nouvelles équipes de travail de proximité pour expliquer ce qu'est l'autisme, ce qu'est le handicap au sens large. Et Julie l'a bien expliqué tout à l'heure, il y a nécessité en permanence de venir dans l'entreprise pour expliquer les choses, pour repenser l'environnement s'il y a besoin de repenser l'environnement, puisque la situation de la personne peut aussi être amenée à évoluer. Non, on va revenir sur... Voilà. Et Julie l'a très bien parlé, on a très bien parlé aussi. La question de la phase de recrutement, de l'entretien de recrutement est extrêmement complexe. Donc nous, au niveau de l'emploi accompagné, on prône la mise en emploi rapide. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le service, le dispositif d'emploi accompagné va faire cette médiation avec l'entreprise pour proposer immédiatement une immersion en entreprise, un stage, ce qu'on appelle les PMSMP, les périodes de mise en situation professionnelle, de façon à ce que l'entreprise puisse immédiatement voir les compétences de la personne en passant le cap de l'entretien de recrutement qui peut mettre effectivement la personne en difficulté ou qui peut faire peur à l'employeur. Finalement, les personnes autistes, elles ont des compétences réelles et il faut les mettre en situation d'activité pour que l'on puisse constater effectivement ces compétences. Donc, on est sur ce qu'on appelle le place and train, c'est une démarche anglo-saxonne, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de proposer à la personne d'être dans l'entreprise et ensuite d'accompagner le collectif de travail, la personne, etc. Et pas de faire l'inverse, parce que dans beaucoup de structures d'insertion, on prépare la personne, on fait beaucoup de choses de préparation pour dire, bon, ça y est, maintenant, elle est prête à aller en entreprise et on y va. Mais non, nous, on fait l'inverse. On se dit, bah, elle a des compétences, on met en entreprise et on accompagne les deux en parallèle. Et puis, on va proposer un suivi qui va être extrêmement modulé en fonction du besoin de l'entreprise et du besoin de la personne. Donc, on est vraiment, Julie le disait, mais on est sur du sur-mesure, on fait de la haute couture. On fait vraiment du sur-mesure en fonction des besoins identifiés et de l'employeur et de l'entreprise. Vous pouvez poursuivre le diaporama, s'il vous plaît? Ah ben pardon, ça y est. Voilà, donc on va intervenir donc sur tous ces champs-là. Quand on parle d'évaluation diagnostique approfondie, ce n'est pas le diagnostic médical, c'est le diagnostic par rapport à l'emploi, hein, vraiment. Donc, parce qu'on a quelques personnes qui ne savent pas toujours ce qu'elles sont capables de faire parce qu'elles doutent, elles ont perdu confiance en elles au regard des situations souvent d'échecs qu'elles ont connues antérieurement. Donc, on va les aider à travailler sur ces questions-là. On va travailler évidemment sur le projet si les personnes n'ont pas de projet. Mais je précise que le parcours n'est jamais linéaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien accompagner dans notre dispositif une personne qui est en emploi pour sécuriser son emploi. Et puis pour X raisons, l'emploi doit s'arrêter.
et on va retravailler sur la recherche d'emploi ou l'élaboration du projet. Tout ça n'est pas linéaire, mais on va travailler sur la globalité de ces champs-là. Ensuite, allez-y, on va vraiment, et ça a été dit à plusieurs reprises, on va travailler sur tous les champs au niveau du dispositif d'emploi accompagné. L'idée, c'est bien sûr d'accompagner la personne avec voilà, tout ce qui est mis ici sur la mise en emploi et en activité rapide. On va travailler avec les employeurs sur cette aide au tutorat, sur la sensibilisation au handicap, l'organisation, la progression, la médiation. Mais on va travailler aussi sur tous les autres champs, c'est-à-dire le champ qu'on appelle, nous, le médico-social. Julie en a parlé également, je n'y reviendrai pas, et sur les questions de mobilité, sur les questions du logement, sur la question de la relation à l'autre, etc. Et tout ça doit être pris en compte tout en travaillant dans une dynamique partenariale, et ça a été évoqué beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut prendre la globalité des situations en compte. Et donc, le principe du dispositif d'emploi accompagné, pour que ce soit simple pour les employeurs et les personnes, on part sur un guichet unique. C'est-à-dire que tout employeur qui souhaite à un moment donné nous contacter pour pouvoir travailler sur cette question de l'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap, et notamment sur le trouble du spectre autistique, peut nous contacter. Vous avez un numéro unique dédié, un contact mail dédié. Et là, en fait, voilà, on essaye de faire le plus simple possible pour les employeurs comme pour les personnes en situation de handicap. Et donc, on a une équipe de job coach à votre disposition pour pouvoir travailler, intervenir sur site dans l'entreprise auprès des personnes pour pouvoir travailler sur l'ensemble de ces démarches de mise en activité rapide, de travail sur l'environnement de travail et surtout sur l'autodétermination des personnes. Voilà, Merci Liliane Jean. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai juste une question pratique. Comme c'est un service extérieur, c'est financé par l'entreprise, c'est un financement mixte. Comment ça se passe? Juste très pratique. C'est gratuit pour l'entreprise, mais évidemment, rien n'est gratuit en France. Et donc, finalement, c'est financé à la fois par la GFIP, le FIPH et l'Agence régionale de santé. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Liliane. On va passer maintenant sur des initiatives personnelles ou de groupes ou de chercheurs. Donc là, aujourd'hui, on a Alexia Audrin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de créer ce siège, et d'associer en fait le beau, le design et le pratique, et aujourd'hui, par qui il est utilisé, quel est son chemin? Alors, bonjour. Donc, je suis ébéniste et conceptrice de mobilier. Je vais mettre la présentation. Alors, je suis ébéniste et conceptrice de mobilier et lors de mes études, j'ai rencontré une équipe d'éducateurs spécialisés qui travaillaient au sein d'un institut médico-éducatif de la BAPI de Blain. Je vais passer les slides. La suivante. Ah, pardon. La suivante, s'il vous plaît. Donc, cette équipe d'éducateurs spécialisés était en recherche de solutions de mobilier adaptées aux personnes autistes. Ils m'ont présenté en fait les pressions profondes, c'est en fait un moyen de se sentir mieux dans son environnement. Ils cherchaient un mobilier adapté pour répondre à ce besoin. Ils m'ont présenté la machine du docteur Temple Grandin, que vous pouvez voir à la slide suivante. Donc, c'est une machine qui répond à ce besoin des personnes autistes, qui apporte des pressions profondes efficaces sur le corps. Mais le problème, c'est que cette machine, elle n'est pas très accueillante, elle n'est pas très chaleureuse, elle ne donne pas envie, elle est difficilement intégrable dans un institut ou chez des particuliers. Donc, en fait, on a imaginé ensemble une solution qui est Otto, le fauteuil à étreindre. Vous pouvez voir à la slide suivante, qui a un cocon en fait chaleureux, accueillant et qui offre aussi ces pressions profondes, mais dans un mobilier pas stigmatisant, qui peut s'intégrer dans n'importe quel environnement. Donc ce cocon, comment il fonctionne? Vous pouvez le voir à la slide suivante. En fait, il y a des cellules gonflables et qui permettent de ressentir des pressions sur le haut et le bas du corps.
Et en fait, le plus important, c'est qu'il a une télécommande et que ce fauteuil il peut être utilisé en autonomie si possible. En fait, la télécommande est constituée de boutons pictogrammes, donc elle est adaptée, elle est facile d'utilisation pour la plupart du public concerné. Et ce fauteuil en forme de cocon, en fait, qu'est-ce qu'il apporte? En fait, il permet, les pressions profondes sur le corps permettent d'apaiser les tensions, d'améliorer la gestion des émotions, aider à la prise de conscience du corps, favoriser l'apprentissage et développer les interactions sociales et de communication. Donc ce fauteuil, comme je disais, je ne l'ai pas conçu toute seule, je l'ai conçu avec une équipe d'éducateurs spécialisés et également du public concerné, des personnes autistes. Et depuis janvier, il a intégré le service pédopsychiatrie du CHRU de Tours. Il est testé avec une vingtaine d'enfants qui peuvent donner leur ressenti, qui utilisent le fauteuil quotidiennement. Et en fait, avec l'équipe médicale des psychomotriciennes, on l'améliore petit à petit. Parce que c'est très important d'avoir un produit qui est conçu pour et par ses utilisateurs. Donc voilà, il a reçu, sur la slide suivante, il a reçu plusieurs prix de l'innovation dans le bois, de l'innovation de la santé de l'enfant. Mais comme je disais, le plus important, c'est qu'il soit utilisé et utilisable. Félicitations. Et ce que vous disiez, c'est qu'en plus, il n'est pas utilisé, il est utile pas simplement aux personnes autistes, mais à d'autres publics aussi. Donc ça vous... Le but, c'est qu'il soit aussi ouvert à tous pour chaque personne qui a des surcharges un peu émotionnelles, qui souhaite un moment de répit, un moment pour se centrer sur soi. Il est important parce qu'il a cette forme de cocon et en fait, il peut isoler un peu du monde extérieur. Et donc, ça permet de se reconcentrer sur son corps. Vous avez des demandes en ce moment, d'autres demandes à part le centre qui vous l'a commandé? Oui, j'ai énormément de demandes d'instituts, de particuliers, d'entreprises qui souhaitent découvrir le fauteuil. Merci beaucoup d'avoir associé tout ça. Merci à vous. Et puis, je vais donc maintenant passer la parole à Sophie. Donc, je rappelle qu'il est enseignante-chercheur à Centrale Nantes. Alors, peut-être nous parler justement aussi de l'association Robot et puis du dispositif Robotis, parce qu'on a vu que Julie Dachès en parlait, mais qu'elle ne connaissait pas très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre travail sur les usages autour de ce robot pour les autistes? Oui, bonjour à tous, donc merci de m'avoir accueilli. Donc, dans la vraie vie, je ressemble à ça. Ça m'a beaucoup manqué de ne pas voir les visages des intervenants. Au moins quelques secondes, et peut-être, merci. Alors, regardez-les, profitez-en. Voilà, surtout que ce sont les gens que vous allez recroiser dans la rue, vous ne les reconnaîtrez même pas, c'est horrible. Peut-être. Donc, je suis Sophie Saka, je suis enseignant-chercheur, comme ça a été dit, à Centrale Nantes, au laboratoire des sciences du numérique de Nantes, dans l'équipe robotique et vivant. Et parallèlement à mon travail de chercheur, j'ai fondé en 2014 une association appelée l'association Robot. Elle ne travaille pas dans l'autisme, elle travaille dans les robots et la société, et elle veut comprendre comment aujourd'hui les robots peuvent changer notre quotidien, l'améliorer de préférence. Donc, elle diffuse un savoir robotique auprès des populations et elle va se pencher sur certains problèmes sociaux et proposer une solution robotique. Donc, c'est de l'innovation vraiment brutale. Par exemple, le projet Robotisme n'existe qu'à Nantes. L'approche même de ce projet n'existe qu'à Nantes. Donc, elle va aborder un problème, proposer une solution robotique, mais ce n'est pas juste en parler, c'est déployer dans la société cette solution robotique sur le long terme avec un maximum de gens. D'accord ? On veut avoir du recul sur l'utilisation des robots, on veut savoir ce qu'ils font. Si on fait un sondage, le mot robot, tout le monde en entend parler, on le voit à la télé, etc. Qui a le sentiment d'avoir croisé un robot récemment? En fait, pas tant de gens que ça. C'est-à-dire que c'est un élément de notre imaginaire, ce robot. Et il existe dans notre littérature depuis plusieurs siècles. Mais le vrai robot, la machine, elle est arrivée il y a 10 ans, quoi. C'est très récent, en fait. Donc,
cette machine, on la pense avec nos imaginaires. Vous voulez un exemple? Ça va être très simple. En plus, c'est la seule technologie humaine dont le nom même sort d'un livre de science-fiction, quand même. C'est la seule. Si vous voulez un exemple, je vous dis, bah voilà, on a pris un robot dans l'entreprise, le robot est meilleur que vous. Vous allez l'accepter tout de suite. Et vous allez sentir un sentiment de concurrence avec cette machine, déloyale même, parce qu'elle est capable de travailler 24 heures sur 24. Si je vous dis, on a mis un ascenseur dans l'entreprise, l'ascenseur est meilleur que vous allez tout de suite le remettre à sa place de machine. Oui, pour monter les étages. Le robot, on ne fait pas cette distinction. Le robot reste une machine. Il est meilleur pour faire des choses, comme l'ascenseur est meilleur pour faire des choses, ou la cafetière d'ailleurs, peut-être fera mieux le café que vous. Vous n'en savez rien. En tout cas, voilà, donc l'association robot va remettre le robot à sa place de machine, et à sa place de machine va montrer que c'est une machine qui aide énormément la société. Et dans le cadre de robotisme, on a repensé le problème de l'accompagnement thérapeutique par les robots. On avait une solution qui a été mise en place dans les années 90 par une chercheuse anglaise, qui consiste à définir le robot comme un acteur social. Le robot est utilisé pour remplacer le thérapeute et solliciter une personne autiste de la même manière que le ferait le thérapeute. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qu'on appelle des auticiels qui vont déployer des logiciels appelés auticiels, justement, qui vont reproduire ce que font les thérapeutes pour solliciter, parce qu'un enfant autiste, il va répondre à un robot alors qu'il ne répond pas à un humain. D'accord, c'est un constat. Et effectivement, il va répondre au robot alors qu'il ne répond pas à l'humain. Cependant, là, le problème a été repensé en disant, mais déjà, baser l'interaction sur la sollicitation, est-ce que c'est la meilleure solution? Ça a été mentionné tout à l'heure. Pourquoi on les remet au travail? Regardez, il y a un livre aussi qui a été écrit, Le travail qui guérit. On travaille avec la Fondation Amipi. Le handicap, les personnes handicapées elles sont réifiées, en fait, elles sont transformées en objets quelque part. On va penser à leur place, on va faire les choses à leur place parce qu'on considère à la base qu'elles ne sont pas capables de faire les choses. Dans l'association robot, on a retourné le problème. On a dit, OK, on va redéfinir les gens comme des individus. Et on a proposé un programme en une vingtaine d'heures seulement, plus une de restitution en fait, de ce qui a été fait pendant les ateliers, où ces personnes vont être redéfinies en tant qu'individus dans une micro-société qui est reconstruite. Donc, 21 heures de programme, 21 heures pendant lesquelles on reconstruit une micro-société. Il y a 6 participants, ce sont des adolescents, parce qu'on a fait une tranche d'âge par centre d'intérêt, en fait. C'est pour ne pas mettre un enfant de 6 ans n'a pas les mêmes intérêts qu'un jeune, d'un adulte de 20 ans, par exemple. Donc, on a pris les adolescents entre 11 et 16 ans, au sens large, et on reconstruit avec 3 accompagnants, avec un responsable opérationnel, avec des spécialistes qui sont, tous les accompagnants sont très identifiés dans leur tâche du projet, et ces jeunes qui vont, ces 6 participants vont se redéfinir eux-mêmes dans cette micro-société par leur contribution. C'est-à-dire, on leur fait faire des choses, ils vont utiliser le robot non pas comme un interlocuteur, ce n'est pas le robot qui vient les solliciter, c'est eux qui l'utilisent comme une prothèse en communication. Ils vont parler à travers le robot au monde. Ils vont taper le texte, d'accord? Alors, on ne fait pas de manipulation fine. Ça suppose d'avoir des notions de lecture et d'écriture, mais c'est eux qui programment le robot pour que le robot fasse quelque chose dans le monde, d'accord? À leur place. Donc, soit il parle, soit il fait des choses, et on se rend compte, bien qu'on nous ait dit au départ, ça ne peut pas marcher. On nous a dit tout de suite, ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. Ils n'ont même pas une minute d'affilée de concentration. Comment voulez-vous? C'est pour ça d'ailleurs qu'ils maîtrisent mal la lecture et l'écriture. Ils savent des lettres, mais pour autant, les assembler pour faire des mots peut, pour certains, être très difficile. On a pris le pari quand même. Et en fait, on s'est rendu compte que la motivation pour écrire les mots était tellement forte qu'à la fin du programme, il y a la planque qui s'appelle lire et écrire. Alors, pas manuscrit, on est d'accord, c'est pas la manipulation fine, mais ils savaient taper au clavier pour faire travailler le robot. Ils sont tellement motivés pour lui faire dire quelque chose sans que l'accompagnant le voie, ce qu'ils allaient dire, la surprise que le robot révèle, qu'en fait, ils veulent le faire seuls. Alors, la synthèse vocale, c'est du phonétique. Donc, on fait attention quand même que les règles... voilà. Ils peuvent faire dire ce qu'ils veulent au robot du moment que c'est grammaticalement correct. Le contenu de la phrase ne subit aucune censure. Donc, c'est vrai qu'au début, les premiers réflexes pour s'exprimer, parce que c'est la première fois qu'ils s'expriment aussi librement, enfin la première fois, pas tous, hein, parce qu'il y a des parents qui font très attention à ça, justement, à laisser l'expression libre. Mais, donc, ils vont commencer par utiliser l'interdit. L'interdit, c'est les gros mots, c'est les mots qu'on leur... Non, c'est interdit. Là, ils ont le droit. Le robot, il a le droit. En plus, c'est même pas eux, c'est le robot. Donc, c'est tranquille. Donc, l'interdit. Le deuxième réflexe, c'est le connu. Des phrases de film dites d'une certaine manière. Donc, on va utiliser la synthèse vocale pour le faire dire d'une certaine manière. La troisième chose, c'est l'expression. D'accord? Et ça va très vite. En 4 séances
Donc, on alterne des séances de programmation robotique, des séances non robotiques. L'objectif est de construire un spectacle qui va être restitué à la 21e heure de programme publiquement, c'est-à-dire un public réduit. D'ailleurs, aujourd'hui est la restitution de l'atelier robotisme 2020-2021. C'est cet après-midi. Alors, c'est un peu privé, c'est public, mais c'est les parents, les familles, etc. On limite à 40 personnes dans la salle parce que c'est quand même des personnes dont certains sont en situation de mutisme, certains sont en situation... voilà, donc on y va doucement. Il y a 2 années de programme. La première année, ils sont accompagnés, on leur donne une histoire, ils vont programmer le robot, dont l'acteur est un robot, hein, d'accord? Donc c'est ça le spectacle. Ils vont programmer le robot pour faire un spectacle qui est restitué en fin de programme. Et je finis juste là-dessus. En 2e année, on les accompagne pour construire leur propre histoire. C'est ce que j'ai fait la première année. Hein. D'accord. Et les transformations sociales, puisque le but est d'améliorer les habiletés sociales, sont spectaculaires au niveau de la réduction de tout ce qui est lié à l'angoisse. Tout ce qui est lié à l'angoisse, dont le mutisme. Et alors, dont le mutisme, les crises d'angoisse, les réactions asociales, les besoins de s'isoler, qui sont très fréquentes souvent, l'automutilation, enfin, vous voyez, toutes ces choses, en fait, sont réduites. Au point qu'une restitution, une fois les parents, donc en riant, donc on avait un jeune qui était mutique, et qui est devenu parlant, bavard, voire. Et les parents, la restitution, qui disaient c'était presque mieux avant, au moins on avait le calme. Mais c'était une vraie blague. Et quand on commence à plaisanter de ce genre de choses, c'est qu'on démystifie, qu'on peut passer outre et continuer à avancer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sophie Saka. Est-ce qu'il y a des questions pour les multiples intervenants, dont Sophie Saka? Oui. Ah oui, il y a une question. Quel dispositif contacter lorsque les personnes n'ont pas de reconnaissance du handicap? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas qui veut y répondre. Yann? Alors, c'est vrai que les dispositifs d'emploi accompagné sont des dispositifs qui nécessitent une reconnaissance de travailleurs handicapés. Pour autant, sur le département, vous avez plusieurs associations qui peuvent être amenées à rencontrer des personnes qui n'ont pas de RQTH et pour les aider, éventuellement, soit à faire une démarche de RQTH et, auprès de la MDPH, soit de les accompagner sur l'emploi tout en prenant en compte des difficultés de type handicapantes, mais sans RQTH. Donc, il y a sur le département plusieurs associations. Vous avez donc les eaux vives, Cap Formation. Enfin, vous les retrouvez sur le site du département de Loire-Atlantique et vous avez 4 associations qui maillent le territoire départemental qui peuvent accompagner des gens justement sans RQTH. Et Jean-François Dufresne, chez vous, là, dans vos multiples, il y a une nécessité d'avoir une reconnaissance ou pas? C'est mieux. C'est mieux, mais ce n'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité. Ça permet d'avoir un certain nombre d'avantages pour l'entreprise comme pour le salarié, notamment au niveau des charges sociales, etc. Bon, mais c'est pas pour ça qu'on fait travailler des personnes autistes. C'est pour leur compétence et leur efficacité. Non, mais on parlait de la difficulté de la reconnaissance, en fait, que les personnes se reconnaissent elles-mêmes. Donc, c'est forcément une question administrative et justement, comment on fait quand on n'a pas les éléments administratifs. Donc, c'est quand même une question très importante, puisqu'on sait qu'il y a une partie de la population qui n'est pas... La question était, est-ce indispensable dans nos dispositifs? La réponse est non. Bon, bah, je suis désolé parce que le temps, on arrive vraiment à la limite. Donc, je voulais remercier l'ensemble des intervenants et leur engagement sur cette question. Je voulais remercier Geoffrey pour l'organisation et pour vous dire que le prochain club sera au mois d'octobre et sur les questions d'audition. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.